Bienvenue dans une petite vidéo pile à lire. Oui, je sais, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos pâles. Je sais, je ne tiens jamais mes pâles, je sais tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour donner un aperçu global de ce que j'ai envie de lire cet été. Évidemment, je peux changer d'avis, évidemment, je peux lire des livres qui ne sont pas du tout dans cette palle que je me suis faite. Voilà, tout peut changer, tout peut interagir, interférer, ce que vous voulez. Donc voilà, je me mets aucune obligation, tout en sachant que, je sais pas si je vous l'ai dit ici, mais je suis prise pour être dans le prix, dans le jury du prix du meilleur polar point. Donc je remercie les éditions Point pour avoir accepté ma candidature. Je suis ravie, c'est la première fois que je suis prise dans cette sorte de prix, de jury littéraire, etc. Donc voilà, donc je ne sais pas exactement quand ils vont m'envoyer les livres à lire, sachant qu'il y en a 11 jusqu'à la fin de l'année, tant c'est cet été aussi, donc voilà, ça peut aussi bousculer toute ma palle, etc. Il faut le savoir. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ma palle. Il y a du livre en cours que j'ai mis de côté, il y a du livre numérique, du livre papier, j'ai des audiobooks aussi, quoi d'autre, des services presse, des achats, des livres de ma palle, voilà. Donc ça va être ça, des livres qui font vraiment été, d'autres que j'ai envie juste de lire hein, sans raison particulière. Donc on va y aller. Alors commençons par les livres en cours. J'ai donc commencé il y a peu, mais je l'ai un peu mis sur pause parce que j'ai plein d'autres lectures en ce moment. Donc Cujo de Stephen King. Je crois que ça se passe pendant pendant l'été, il y a une canicule, donc c'est pour ça que je l'ai mis cet été-là et que c'est un court roman de Stephen King. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Cujo, un chien qui devient enragé à cause d'une morsure de chauve-souris et qui fait un peu la terreur dans Castle Rock. Donc voilà, un petit roman horrifique. Et comme ça faisait très longtemps, ça fait au moins 6 mois, voire plus que j'ai pas lu de King, ça commençait vraiment à me manquer. Genre la première partie de l'année, je n'ai pas lu de King, c'est un peu grave pour moi. Donc voilà, je me remets un petit peu dans le bain avec celui-ci. Peut-être que je ferai la LC de Sèvres en août qui consiste à lire ça, mais je suis pas sûre parce que c'est un gros chantier et j'ai d'autres lectures prévues. Donc au moins je me cale un petit Steven, pardon, pendant l'été, c'est plutôt pas mal. Ensuite, lecture en cours également, nous avons Les Suprêmes de Édouard Calseymour que j'avais mis de côté il y a pas mal de temps malheureusement, même si j'aimais beaucoup. Là nous sommes donc avec 3 femmes noires qui vont un peu nous raconter leur amitié. On est dans les années 60 je crois et on les appelle les Suprêmes parce que ben voilà, 3 femmes noires américaines qui se louent un petit peu pop, un petit peu comme ça, comme les chanteuses, donc elles sont surnommées comme ça et voilà, on va je pense parler du racisme, de la ségrégation. Et ça m'attire énormément. J'ai lu que 50 pages, mais j'avais beaucoup aimé déjà à l'époque. Ensuite, je ne vais pas non plus m'éterniser dessus, mais comme je vous en avais déjà parlé, je lance donc la LC du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas cet été. Si vous voulez nous rejoindre du 28 juin, donc lundi 28, au 29 août, donc pendant 2 gros mois, on va se lire ces 2 gros pavés. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de résumer le comte de Monte Cristo, un homme, voilà, le comte qui est emprisonné à tort et qui va passer donc tout le roman à essayer de se venger de ses détracteurs. À peu près, c'est ça le résumé. Donc c'est un gros classique de la littérature française et on se languit tous de le lire sur la petite conversation. On va être pas mal dans le Charcot Franck Tillier puisque j'aimerais me lire soit l'un soit l'autre, donc La Chambre des Morts ou Deuil de miel de Franck Tillier. Ici c'est la première enquête de Lucienne Bell qui va faire partie du duo principal et ici c'est la deuxième enquête après Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Charcot. Donc ce sont 2 enquêtes individuelles avant que les 2 se rencontrent. Donc je sais pas par lequel commencer, peut-être plus par celui-ci. Même si celui-là m'attire beaucoup de par la couverture, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement les résumés, mais voilà, c'est des enquêtes de héros de Franck Tillier assez récurrents, donc je vais pas en savoir plus. Comme je vais essayer de partir en Grèce cet été, ce serait vraiment mon rêve parce que on avait envie de partir là-bas l'année dernière, mais Covid oblige, on n'a pas pu.
Donc là, on va vraiment essayer d'y aller. Ce serait mon rêve le plus fou, on va tout faire pour. Et du coup, j'ai pris 2 livres qui se passent donc en Grèce pour me mettre un peu dans l'ambiance quand j'irai là-bas. Donc déjà, La jeune fille sous l'olivier de Léa Fleming, qui va être l'histoire d'une jeune Anglaise qui part à Athènes pour sortir un peu du carcan de la société anglaise. Et voilà, ça va être, elle arrive je crois en 1938, donc après voilà, la guerre, etc. On connaît tout ça, elle va être infirmière, elle va rencontrer des personnages qui sont soit du côté nazi, soit qui sont du côté des juifs ou des autres opprimés. Et il va y avoir, je ne sais pas exactement, mais je pense une petite romance. Donc voilà, et cette histoire de guerre en fond, évidemment. Ici, nous sommes un peu plus loin, un peu plus reculés dans l'histoire, puisque je crois que du coup, c'est dans le présent, on suit encore une fois une Anglaise qui vient, ou un Anglais ou une Anglaise ? Ouais, une Anglaise qui vient en Crète, sur une petite île, la Crète, mais dans un petit village sur l'île de la Crète. Elle va commencer à déterrer des secrets de famille sur sa grand-mère ou sur ses aïeux, je crois. Comme quoi, une petite île au large de la Crète a accueilli donc une communauté de lépreux. Et il s'est passé des choses pas très nettes de 1900 à 1950 à peu près. Et donc sa grand-mère aurait été dans le lot, ou son arrière-grand-mère. Donc elle va commencer à déterrer un peu des secrets de famille et des secrets d'État. Donc voilà, c'est... je sais pas si j'ai dit le titre. Donc L'île des oubliés de Victoria Hislop, qui est assez connu, je crois que c'est le plus connu de l'autrice. C'est des romans assez languissants qui se lisent l'été, qui prennent leur temps. Donc vraiment, je me languis de le lire. Je souhaite aussi lire donc 2 polar thrillers qui font très très été. Donc d'abord Bleu Calypso de Charles Aubert. Je crois qu'on est à 7. Et en fait, voilà, c'est un pêcheur qui retrouve un cadavre dans un étang à 7. Et je crois qu'il va enquêter, on n'en dit pas plus. Donc il paraît qu'il y a pas mal d'humour, que c'est assez sympa à lire. Moi je trouve que ça avait vraiment vraiment été le bleu comme ça et tout ça. Donc du coup je me languis tout simplement de le lire, je vais pas chercher plus loin. Et ensuite Luxe de Maud Mayeras. Ici en fait c'est celui qui a le moins bonne presse on va dire de cette autrice. Donc on va être en Australie. Bon, c'est pas très clair mais en gros il revient en Australie pour se venger, notre cher Antoine. Et apparemment... la dernière phrase c'est: la justice prend d'étranges et inquiétantes couleurs à la lumière de l'apocalypse. Donc apparemment ça va un peu partir en vrille. Je crois qu'il y a une histoire que voilà, je sais pas s'il n'y a pas une histoire d'apocalypse ou de trucs un peu SF ou de trucs what the fuck au milieu du roman ou quelque chose qui se détache un peu de la réalité et qui a perdu pas mal de lecteurs. On verra bien. Ensuite, il faudrait vraiment que je les lise parce que je l'ai fait traîner depuis très très longtemps, depuis au moins avril-mai je crois, dans ma palle et ça commence à faire loin, mais c'est vrai que j'arrive pas à vraiment les sortir. Donc Gnomon de Nick Harkaway aux éditions Albin Imaginaire qui m'a été envoyé donc par la maison d'édition et il faudrait vraiment que je m'y mette parce que ça fait longtemps. On est pas mal je pense à reculer cette lecture, je sais pas pourquoi ça fait un petit peu peur, on est dans de la grosse SF style 1984, donc je sais pas si c'est pas du roman d'anticipation. Voilà, on est en Grande-Bretagne, dans une monarchie constitutionnelle. En fait, le résumé est assez compliqué. Oui, la population est surveillée par le témoin, c'est un peu un Big Brother moderne. Voilà, il va y avoir des lectures mentales possibles, etc. Ouais, c'est un peu flou, un truc un peu complexe dans de la SF, du roman d'anticipation, avec les gens qui sont surveillés constamment et je pense quelques méthodes, on va dire un peu plus modernes et hyper high-tech pour essayer de tuer l'humanité en fait et de décoder toutes les pensées. Je sais pas exactement, là je brode, vous voyez, mais il faudrait qu'au moins je me lise le tome 1 en juillet et pourquoi pas après le tome 2 en septembre quoi, mais il faudrait pas que je tarde trop. Notre service stress qu'il faudrait quand même que je lise parce que je l'ai demandé donc ça serait logique, c'est donc L'oiseau bleu d'Erzurum de Yann Manouk qui va nous raconter en fait l'histoire de sa grand-mère
enfin qui est évidemment romancé. Nous sommes donc en Turquie, on va parler du génocide arménien, avec je crois 2 sœurs qui vont voir leur mère se faire massacrer, leur mère arménienne se faire massacrer par des Turcs, ils vont être déportés en fait. Va commencer une longue immigration, ils vont être esclaves, voilà. Donc voilà, ça va se passer en 1915. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Ça va être assez dur, assez horrible, mais apparemment il y a beaucoup de douceur, il y a pas mal d'humour aussi, je crois, je ne sais plus. Mais il y a des personnages qui sont assez drôles. Mais voilà, ça va être assez dur, c'est ce que j'en retiens aussi, un génocide arménien forcément. Donc il faudrait que je me chauffe à le lire quand même si ça va plomber un petit peu l'été, mais je pense que c'est une lecture nécessaire. Ensuite, il faut vraiment que je lise ce livre parce que j'en ai mortellement envie et que d'autres lectures passent tout le temps avant. C'est normal puisque c'est un livre récent dans ma palle, mais quand même j'ai fortement envie de le lire. Il s'agit de Trauma de Erik Axel Sund. Rappelez-vous, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Persona, le premier tome de la trilogie. Ensuite, il y a Catharsis qui attend aussi dans ma palle. Mais d'abord, le tome 2. Ma mère a lu la trilogie, elle m'a dit qu'il y aurait une vraie fin à l'enquête à la fin du tome 3, donc il faut quand même que j'avance. Voilà, donc Persona, on suit 3 femmes, là je vais pas vous dire parce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas lire indépendamment, il faut lire d'abord Persona. Donc dans Persona, on suit 3 femmes dans une Suède, Stockholm, vraiment pétrie de meurtres, d'angoisse, d'horreur, et ces 3 femmes vont être liées par quelque chose d'horrible. Bref, je n'en dis pas plus, je vous en ai assez parlé je pense dans mes autres vidéos. C'est un roman très noir, un polar sociétal, magnifique, qui vous embrouille un peu le cerveau, mais qui est génial. Donc il me tarde de lire donc Trauma de Erik Axel Sund. Je voudrais ensuite lire un livre que je n'ai pas du tout vu passer sur les réseaux, qui est un peu, je sais pas de quand il date, mais qui n'est pas vraiment connu. Donc tant mieux d'un côté. Il s'agit de Giboulée de soleil de Lenka Ornakova Sivad. Donc je sais plus exactement, donc c'est aux éditions Alma. Je sais plus exactement la nationalité de l'autrice. Oui, c'est marqué derrière, je suis bête. Donc elle est née donc en République tchèque, voilà. Voilà. Mais elle vit dans le sud de la France, donc ok, c'est bon à savoir. Donc en fait, on va suivre 3 générations de femmes donc en République tchèque qui naissent toutes de pères inconnus, et ça va les distinguer en fait. Et chaque femme va connaître une période de l'histoire assez complexe. Donc Magdalena va connaître l'annexion nazie. Ensuite, Libuse, je sais pas comment ça se prononce, les années camarades, je sais pas exactement ce que c'est. Et Eva, la fin de l'hégémonie soviétique. Voilà, donc on va suivre vraiment 3 générations. Et ça va être une histoire assez, je pense, féministe en Tchéquie, enfin en République tchèque. Donc franchement, je n'ai jamais lu d'histoire qui se passait dans les pays de l'Est, même si bon, la République tchèque c'est pas trop pays de l'Est, mais bon, même en République tchèque j'en ai jamais lu. Donc ça peut être très instructif et très sympathique. Bon, Giboulée de soleil, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai envie de le lire cet été, je pense que c'est assez évident. J'ai aussi envie de lire donc Le mec de la tombe d'à côté, qui est tout petit, qui va être une romance entre un fermier, je crois, ou un paysan, et une bibliothécaire qui, elle, est veuve, et lui, il a perdu en gros sa mère, et du coup, ils se voient un peu tous les jours au cimetière en train de fleurir la tombe, leur propre tombe. Et du coup, une romance va naître entre eux. Je pense qu'ils vont être un peu enemies to lovers, ils peuvent pas trop se saquer au début. Donc je me languis de savoir parce que c'est assez particulier. J'avais essayé de lire l'été dernier, mais j'avais pas trop accroché à la plume, donc là je vais essayer de m'accrocher pour 200 pages. Je trouve que ça passe toujours bien en été, une petite romance, quand c'est bien écrit, quand c'est bien fait évidemment. Donc pourquoi pas Le mec de la tombe d'à côté de Katarina Mazzetti. Le livre que je fais que placer, replacer dans mes différentes palles et que je n'arrive pas à sortir, pourtant ils me font énormément envie. D'abord, il y a Fille de la mer de Marilyn Bracht, qui se passe en Corée, donc en 1940, avec une jeune coréenne qui va être enlevée, je crois. Donc, il va sauver sa sœur des griffes d'un soldat japonais, en fait, et elle va se sacrifier pour sa sœur et partir au Japon avec le soldat qui l'a enlevée. Et du coup, sa sœur va se sentir coupable et va passer sa vie, je pense,
à la chercher. Voilà, donc ça m'a l'air super cool. Je n'ai jamais lu de livre qui se passe en Corée. Un autre roman qui me fait énormément envie, que je replace dans toutes mes pales, qui fait plutôt printanier pour le coup, mais c'est pas grave. Donc Les Simples de Yannick Granek. Je pense que je vous l'ai résumé 500 000 fois. C'est l'histoire, on est en Provence, donc ma région. Au XVIe siècle, c'est ça, dans une abbaye avec des sœurs. Et un évêque va foutre un peu la merde et va venir un peu dans leurs pattes parce qu'elles sont indépendantes et ça lui plaît pas. Je sais pas s'il va pas y avoir, peut-être pas une histoire d'amour, mais ouais, des choses pas très très nettes qui vont se passer dans cette abbaye. Donc une histoire féministe quand même, et qui mêle aussi la religion. Donc moi, ça ne peut que m'intéresser parce que j'adore les livres sur la religion, les thrillers ésotériques, les livres ésotériques, j'adore ça, donc pourquoi pas. Ensuite, un auteur dont j'entends beaucoup parler, c'est Pete Fromm avec Mon désir le plus ardent. Bon là, ça fait vraiment estival la couverture, voilà, donc je peux que le placer. Donc on va être avec un couple qui est très fusionnel, qui se rencontre, qui quitte tout l'un pour l'autre, qui vivent une idylle magnifique, mais ils veulent absolument un enfant et je crois que la femme tarde à être enceinte, donc je sais pas si ça va pas gâcher leur histoire d'amour ou quoi. Il paraît que c'est bouleversant, que c'est magnifique, donc pourquoi pas, donc avec cette magnifique collection Totem. Aux éditions Gallmeister, j'adore. Franchement, voilà, c'est super beau, ça donne envie. Donc, j'espère me le caser aussi cet été. Un livre aussi que je case tout le temps dans toutes les pales et que j'arrive jamais à sortir parce qu'il fait pas moins de 600 pages, c'est Le Nouveau Nom d'Elena Ferrante. La suite, donc le deuxième tome de la saga de l'Amie Prodigieuse, que j'avais pas mal aimé, j'avais bien aimé, faut pas déconner, j'avais pas surkiffé comme beaucoup. Mais ici, ça risque de un peu plus m'intéresser parce que dans le premier tome, on suivait donc nos deux amies, je sais plus comment elles s'appellent, donc Lila et Elena. Dans le premier tome, on est dans Naples des années 50, avec voilà tout ce que Naples a de populaire en fait. Hein. Et les deux filles vont avoir déjà à l'école et dans leur famille, etc., des destins très différents. Une va pouvoir aller à l'école pour suivre ses études, l'autre va devoir travailler, se marier très rapidement, enfin bref, ça va être compliqué. Cette amitié m'avait vraiment pas trop plu, je l'avais trouvée un peu malsaine sur les bords, il y en a une qui a un peu l'emprise sur l'autre. Mais bon, voilà. Ici, où nous retrouvons, donc c'est presque la suite directe du premier tome, donc j'ai peur de le reprendre, d'être un peu perdue, mais il faudra bien que je m'y colle. Donc voilà, avec le sable, etc., ça fait hyper estival, donc elles vont être plutôt adolescentes. C'est pour ça que je me dis, bon, voilà, je pense que ça peut peut-être mieux passer avec tout ce qui est histoire d'amour, voilà, tout ça. Donc, adolescente et jeune femme, hein, en fait, hein, finalement. Donc, voilà, donc je pense qu'on va être plus dans les années peut-être 60, on va avancer au fur et à mesure dans le temps. Je crois que celui-ci a des très bons retours, je crois qu'il, pour beaucoup, c'est le meilleur de la saga, de la quadrilogie. Donc il faudrait que je le reprenne et que je me dise que je passe outre cette peur d'avoir oublié le tome 1 en fait. Ensuite, à ma demande, j'avais gentiment reçu les éditions Rivage, Dark Town de Thomas Mullens, c'est à cause de Christophe du compte Insta Sur la route des livres, qui a lu les 3 premiers tomes je crois de la saga et qui a adoré et qui m'a fait vraiment de superbes chroniques. Donc nous sommes à Atlanta en 1948, avec le recrutement des premiers agents noirs. Donc il va y avoir une enquête. Alors parmi eux, les vétérans de guerre Lucius Box et Tommy Smith. Mais voilà, les officiers noirs n'ont ni le droit d'arrêter un suspect, ni de conduire une voiture, ni de mettre les pieds dans les locaux de la police blanche. Voilà, on va retrouver le cadavre d'une femme noire. Donc je pense que du coup 2 officiers vont mener une enquête. Voilà. Donc on va se retrouver au sein de trafic d'alcool, de prostitution, de Ku Klux Klan et de corruption. Voilà, donc en fait on va suivre ce côté polar, mais ce côté polar historique aux États-Unis qui mêle évidemment racisme, discrimination, ségrégationnisme, tout ça. Donc franchement, bah ouais, moi les polars historiques comme ça aux US, j'en raffole. Donc du coup, ça sera le prochain. Je raffole de plus en plus de polars américains qui sont un peu historiques ou tout simplement pas forcément, hein, qui datent pas forcément.
mais qui sont dans des états un peu authentiques qu'on voit pas beaucoup. Par exemple, derrière moi, vous voyez avec le crocodile, j'ai commandé les 3 premières enquêtes de Dave Robichaud de James Lee Burke, qui se passe, je crois, en Louisiane, il me semble, hein, je sais plus. Mais bref, avec le crocodile, je pense. Donc voilà, j'ai de plus en plus envie de lire du roman, vraiment du gros roman noir américain ou du gros polar américain, ça m'attire de plus en plus. Donc je suis ravie. Ensuite, 2 derniers et après je vous laisse tranquille. Le connu, je pense, le très connu La Gifle de Christos Tsiolkas, pardon. Je sais pas s'il est pas grec, Christophe Tsiolkas. En fait, il est australien, mais de parents grecs. Voilà, de parents immigrés grecs. Donc, La Gifle, on va être en Australie. J'allais dire, je n'ai jamais lu de roman qui se passe en Australie. C'est faux. J'ai lu le Liane Moriarty, Le Secret du Mari. Donc, c'est faux. Ça sera mon deuxième roman d'Australie, si j'arrive à le lire, évidemment, parce que c'est une passe de plus de 500 pages, encore une fois. Presque 600. La Gifle, il y a une série qui est sortie aussi sur ce livre. En fait, j'ai voulu le lire cet été parce que ça fait très estival. On est dans un barbecue entre potes, les grillades, les enfants qui courent de partout, le vin, la bière, etc. Vous voyez le genre. Et en fait, il y a plusieurs invités, il y a les amis, la famille, tout ça. Et il y a un enfant qui est vraiment insupportable et du coup il y a un mec là qui le gifle alors que c'est pas son gosse et que il n'a pas du tout à le gifler, on est d'accord. Et du coup je crois que la famille va porter plainte contre lui, enfin bref. Donc en fait ça va être une espèce de réunion entre amis, famille qui tourne super mal, qui va déboucher je pense sur un procès, qui va déboucher sur des grosses embrouilles. Donc comme il fait 600 pages je pense que voilà. Sève l'a lu et elle avait dit que c'était assez particulier, qu'il y avait beaucoup de... Je sais pas s'il n'y avait pas beaucoup de sexe ou de références au sexe, que c'était un peu lourd, que les personnages étaient assez très très nuancés, voire noirs, qu'on suivait un peu ce côté des immigrés grecs ou européens en Australie, voilà, qui s'opposaient un peu aux indigènes qui sont du coup... qui sont nés en Australie. Donc voilà, je sais pas exactement de quoi ça va parler par la suite, mais on verra bien. Enfin, dernier mais pas des moindres, je crois que c'est Anne-Gaëlle de Grand Ours sur Instagram qui m'a fortement donné envie. Donc Lonesome Dove aux États-Unis, donc de Larry McMurtry, épisode 1. Donc apparemment c'est assez complexe cette saga parce qu'il y a un épisode 1, un épisode 2 et il y a aussi un préquel 1 et un préquel 2, un truc comme ça. Donc je pense que je vais d'abord lire voilà, tout ce qui est non préquel, suite normale, et après m'attaquer peut-être au préquel si ça me plaît. C'est délicat, je sais pas si ça va me plaire parce que comme vous le voyez à la couverture, nous allons être dans un western. Donc bon, après les gens qui l'ont lu m'ont dit que bon, c'était pas forcément, enfin c'était western, mais que si j'aimais pas les westerns en film ou en livre, voilà, vraiment typique, c'était possible que j'aime parce que les personnages sont assez intéressants, intriguants, c'est un peu une aventure. Alors, nous sommes donc au Texas, donc un état qui me plaît énormément. Je vais vous lire le résumé, c'est plus simple. Augustus McCrae et Woodrow Cole ont remisé leurs armes après de longues années passées à combattre les Comanches. En cette année 1880, pourtant, l'aventure va les rattraper lorsqu'ils décident de voler du bétail au Mexique et de le convoyer jusque dans le Montana pour établir un ranch. Commence alors un immense périple à travers l'Ouest, au cours duquel le convoi affrontera de violentes tempêtes, des bandes de tueurs et d'Indiens rebelles, et laissera de nombreux hommes derrière lui. Donc il a eu le prix Pulitzer. Voilà. Il est adapté par Hollywood, ok. Donc une fresque épique qui explore les mythes fondateurs de l'Amérique et nous fait vivre la quête désespérée de 2 hommes qui, sans le savoir, tournent les pages du dernier western. Ça a l'air vraiment intéressant. Bon voilà, c'est vraiment du gros western, ça qui me fait peur, mais j'ai envie de tester, voilà. Le western, d'un côté, ça me fait envie, mais je suis pas tombée sur les livres qui m'ont accroché, qui m'ont pris, qui m'ont cueilli, donc il y a ce côté Amérique, ce côté Texas, ce côté conquête de l'Ouest et tout ça qui m'attire fortement, mais le côté western, la bourse ou la vie, etc. Bon, je dis des conneries, mais vous avez compris, je sais pas trop.
je sais pas. Donc comme il est assez long, si j'ai pris que des pavasses, je sais pas comment ça va se profiler. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc écoutez, je vous laisse. La vidéo est assez longue comme ça pour une pile à lire, c'est énorme. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.